Bonjour à tous, bonjour Denis Baupin. Bonjour. On va parler évidemment des régionales dans un instant, mais d'abord vous êtes écologiste, la COP 21, elle se termine demain. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un accord est possible? Je pense que oui, mais c'est pas fini. C'est pas réglé, sinon l'accord sera déjà signé. Il reste des sujets compliqués parce que on est dans une grande négociation globale où il faut à la fois réduire à 2 degrés le réchauffement climatique, c'est-à-dire encore 1 degré au-dessus de ce qu'on a déjà atteint, et en même temps, il faut réussir à apporter de l'aide aux pays du Sud qui vont subir le dérèglement climatique. Parce que même si on arrive à l'enrayer à 2 degrés, de toute façon, il y aura déjà des conséquences. On les voit d'ailleurs dès aujourd'hui en matière de sécheresse, en matière d'inondation, en matière de cyclones, etc. Et donc, il faut trouver ce grand équilibre entre des pays comme l'Inde qui tirent en disant nous devons avoir de l'aide pour pouvoir développer les énergies renouvelables, le solaire, etc. Et nous devons en même temps être protégés contre les dérèglements. Puis vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui dit ah non, mais nous, si on limite l'utilisation du pétrole, ça va nous enlever de l'argent. Donc c'est un grand marchandage assez compliqué parce qu'il y a 195 pays autour de la table. Mais moi je suis optimiste parce qu'il y a un basculement qui est en train de se faire, formidable. Est-ce qu'il faut un accord à tout prix ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables? Il faut un accord. Il faut un accord parce que s'il n'y a pas d'accord, alors là, on ne sait plus où on va. Il faut donc qu'il y ait un accord qui puisse permettre éventuellement, s'il n'est pas suffisant, d'être révisé régulièrement. C'est ce que une partie de la négociation aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un mécanisme révisable tous les 5 ans pour qu'on renforce les efforts pour atteindre les degrés. Mais qu'est-ce qui n'est pas négociable? L'argent. L'argent pour les pays du Sud est vraiment un point essentiel. Il faut que les pays riches, nous, qui avons émis beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre depuis des années, on aide les pays les plus pauvres qui vont subir les dégâts alors que ce n'est pas eux qui sont responsables. Donc il faut qu'il y ait ce financement. On est dans une démarche positive. Comment ? Aujourd'hui, ils polluent. Ils polluent de plus en plus, mais enfin, ils ont quand même beaucoup moins de responsabilités par rapport à tout ce qu'on a accumulé. Le dérèglement climatique, il n'a pas commencé la semaine dernière. Il a commencé depuis le début de l'ère industrielle. Donc nous qui avons beaucoup produit, on est plus responsables. Mais ce que je vous disais, c'est que ce qui nous permet peut-être d'avoir une véritable chance de réussir, c'est qu'on est en train de passer du vieux monde, des vieilles énergies de stock, le charbon, le gaz, le pétrole, l'uranium, vers les énergies de flux. Les énergies solaires, éoliennes, biomasse, hydraulique, énergie marine. Et donc, toutes ces énergies-là sont en train de passer comme étant les énergies d'avenir et beaucoup moins coûteuses et beaucoup plus décentralisées. Il faudrait d'ailleurs que la France s'en rende compte, notamment EDF, qui vient d'être sorti du CAC 40 parce que le nucléaire, ça ne rapporte plus du tout. C'est un business model qui est en train de s'écrouler. Et donc, une entreprise comme EDF soit capable de passer du vieux monde au nouveau monde, celui des renouvelables. Il est temps qu'ils s'y mettent. Alors, la COP, c'était en France. Est-ce que la France a bien mené la négociation? Ah, je pense que oui. Je pense que jamais on a eu un président de la République qui a s'est autant démené pour, pendant une année, faire tout le travail diplomatique pour expliquer à tous les États qu'il fallait y arriver. Et Laurent Fabius est un président de la COP qui est extrêmement habile, dans le sens positif, en termes de diplomatie, pour faire en sorte que les différents groupes d'États, avec leurs intérêts divergents, etc., puissent se retrouver progressivement. On verra s'il est suffisamment habile dans les heures qui viennent pour que ça aboutisse à un accord, à un compromis. C'est forcément un compromis. Donc c'est jamais un truc où tout le monde sera content. Même probablement tout le monde sera un peu mécontent. Mais c'est ça un compromis. C'est quelque chose qui permet de franchir une étape. Et puis on n'est pas à la fin du processus. Il y aura d'autres COP l'année prochaine au Maroc et il y aura un rendez-vous très important en 2020. Les régionales, les écologistes et le Front de gauche ont passé un accord dans la plupart des régions. Non, peu de avec régions. Le Parti socialiste. Maintenant, au deuxième tour, oui, pardon. Dans la plupart des régions avec le Parti socialiste. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu tacticien, voire politicien, alors que les Verts et le Front de gauche disent régulièrement du mal du gouvernement? Non, mais écoutez, on est dans les mêmes majorités depuis des années, que ce soit dans les régions, que ce soit à la ville de Paris, dans beaucoup de villes, etc. On a un mode de scrutin qui est un mode de scrutin à 2 tours. Dans un mode de scrutin à 2 tours, avec une part de proportionnel, vous présentez vos idées au premier tour, et puis vous vous rassemblez au second tour. C'est ça la logique. Et d'ailleurs, j'étais hier soir au meeting avec Claude Barthelone, il y a une ambiance extraordinaire, parce qu'on a envie de travailler ensemble. On a nos différences entre les communistes, on parlait d'énergie par exemple, entre les communistes et les écologistes, on ne pense pas exactement la même chose, mais on peut converger sur un chemin. On a voté ensemble la loi de transition énergétique au niveau national. C'est pas la loi idéale des écologistes, c'est pas la loi idéale des socialistes, mais c'est un compromis, c'est un chemin qu'on construit ensemble et on s'enrichit beaucoup. Enfin, moi qui ai été maire adjoint de Paris pendant plus de 10 ans en travaillant avec nos partenaires, je me suis enrichi de nos divergences parce que de fait, à partir du moment où j'entends les arguments des uns et des autres, on arrive à passer des compromis intelligents qui prennent en compte les aspects sociaux, environnementaux, économiques, et on devient de plus en plus intelligent. Mais est-ce que le message du premier tour, c'était pas une sanction du gouvernement?
Alors après, oui, sur le vote du Front National notamment, c'est évidemment une question qui n'est pas que pour les gouvernements, pour l'ensemble de la classe politique traditionnelle. Je pense qu'en effet, à force de dire pendant les années, et je prends ma part de responsabilité parce que je l'ai fait comme tous les autres, finalement, le Front National, on fait le Front républicain, etc., les gens se sont dit, au bout d'un moment, si on a envie de casser le système, il faut voter Front National. Donc on les a incités quelque Donc part le à Front voter. républicain, c'est pas une bonne idée selon vous? Il faut bloquer le Front National. Donc, pour l'instant, on n'a pas de meilleure solution, mais la vraie réponse pour dégonfler le Front National, c'est de redonner du crédit à la politique. C'est-à-dire d'être en capacité réellement que les gens croient ce que font les politiques. Et c'est vrai que la politique politicienne, que beaucoup de partis pratiquent, y compris le nôtre, c'est un cancer pour la politique. C'est-à-dire que nos concitoyens en ont marre d'avoir l'impression que les politiques ne s'intéressent qu'à leur carrière, qu'à leur bisbille entre eux, et il faut Et c'est du pas résultat. l'impression que donne ce deuxième tour? Non, parce que, il y a toujours une part dans les campagnes électorales de choses qui peuvent échapper à nos concitoyens, y compris parce qu'on a quand même cette particularité en France qu'on n'a pas deux élections avec le même mode de scrutin. Donc à chaque fois ça change, nos concitoyens ne sont pas forcément au courant des systèmes, donc ils peuvent avoir l'impression, à l'élection présidentielle, on présente une personne et puis il y en a que deux qui restent au second tour. Là, on a une élection, on présente des listes, on peut les fusionner et il y en a peut-être trois, voire quatre qui peuvent se maintenir au second tour. Donc ici, là, c'est plutôt trois en général. En plus, on a cette situation très particulière qu'on a des régions avec un risque Front National dans lequel on a décidé que la gauche allait se retirer pour qu'il n'y ait qu'une liste face au Front National. Donc évidemment, c'est des choses qui peuvent être compliquées à comprendre pour nos concitoyens. Enfin, il y a des choses simples en même temps. Il y a les partis républicains. Il y a ceux qui ne le sont pas. Et face au Front National, moi je trouve scandaleux aujourd'hui que certains se permettent de tergiverser. On doit empêcher ce parti, qui est un parti raciste, d'arriver aux responsabilités. Ça va être dramatique dans les régions. Et franchement, la stratégie aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, qui consiste à dire, dans les régions où la gauche s'est retirée, j'en profite pour essayer de gagner les régions. Mais dans les autres, je maintiens mes candidats, voire je cours derrière le Front National. Madame Pécresse, qui a décidé de ne pas publier son tract qu'elle avait préparé contre le Front National, qui est en train de courir derrière, qui a mis les candidats de la Manif pour tous sur ses listes, etc., pour essayer de récupérer une partie des voix du Front National, c'est scandaleux, c'est honteux, c'est plus un parti républicain. Merci, Denis Baupin. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Dans un instant, avec Isabelle Martinet, qui s'intéresse à vos nuits, madame, monsieur, on va vous parler des boutiques éphémères. Quel est le rapport? Dans celles que nous avons choisies, on fabrique des oreillers. En 30 minutes, s'il vous plaît.